Monsieur le procureur général, merci d'être parmi nous ce soir. Vous citez dans une allocution lors d'un colloque en 2019 cette phrase du substitut général de la Cour d'appel de Paris, alors directeur des stages auprès du procureur général en novembre 1955. Sauf exception, les femmes, d'une part, sont inaptes à exercer nos fonctions d'autorité et d'autre part, nuisent au prestige du corps judiciaire. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le procureur général ? Ce sont des phrases d'un autre temps et d'une autre époque, mais il faut se souvenir que dans l'histoire, une femme ne peut être avocate que depuis, je crois, 1900. Et pour la magistrature, les femmes n'ont pu devenir magistrats que grâce à une loi d'avril 1946, prise après l'abrogation de l'incapacité civile et après l'octroi du droit de vote. Donc effectivement, c'est quelques années après effectivement cette possibilité qui est ouverte aux femmes de pouvoir intégrer la magistrature. Quelques années plus tard, je crois que les femmes devaient représenter 7 ou 8% des effectifs. Donc je pense que cette phrase, aujourd'hui, moi je la considère comme totalement inepte et tout à fait à l'opposé de la réalité de la situation d'aujourd'hui, où les femmes aujourd'hui représentent quasiment 70% des effectifs de la magistrature. Donc elles sont majoritaires, elles exercent pour nombre d'entre elles des responsabilités d'encadrement intermédiaire ou supérieur. Je vais vous prendre l'exemple de la Cour de cassation. Il y a 6 premiers avocats généraux, il y a 3 hommes, 3 femmes. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore une forte marge de progression, on va pouvoir y revenir, parce que si elles exercent des fonctions de responsabilité intermédiaires ou supérieures, elles ne sont pas encore à des postes décisionnaires. Et c'est là, effectivement, qu'il reste certainement des choses à faire. Alors, comment les aider justement à arriver à ces postes décisionnaires ? Comment les aider à avancer sur le terrain de haute responsabilité sociétale ? Ça renvoie à ce que les sociologues appellent le plafond de verre, hein, cette espèce de plafond invisible qui bride, j'allais dire, les carrières, les ambitions, les candidatures. On a au niveau des postes décisionnaires dans la magistrature 36 cours d'appel et on a grosso modo un tiers seulement des premiers présidents qui sont des femmes et un tiers des procureurs généraux qui sont des femmes. Donc ce plafond de verre, en fait, je pense qu'il renvoie à des approches psychologiques qui sont totalement dépassées, des stéréotypes, notamment peut-être le fait que les qualités de compétitivité et d'autorité sont peut-être encore trop souvent valorisées comme étant des qualités masculines, hein, à tort. On sait bien que ce n'est absolument pas le cas. Donc ce plafond de verre, il faut essayer de le faire sauter. Et ça renvoie en réalité à la nécessité, compte tenu de la marge de progression qui existe dans ce domaine, ça renvoie à la nécessité d'avoir des réflexions et une approche, je pense, qui est renouvelée en termes de gestion des ressources humaines et qui finalement renvoie à des responsabilités un peu partagées dans lesquelles des tas d'acteurs ont un rôle qui peut être différent. Alors, on sait qu'il y a une réflexion qui a été engagée au niveau du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a la responsabilité de choisir des procureurs généraux et des procureurs. Pour les premiers présidents et les présidents, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le ministère a engagé une réflexion. Le Conseil supérieur de la magistrature a engagé depuis 4 ans une réflexion très approfondie là-dessus pour essayer de voir de quelle façon, compte tenu de le problème qu'on a, c'est qu'il y a peu de femmes à ces postes, mais il y a aussi peu de femmes candidates à ces postes. Donc ce qu'il faut, c'est ouvrir, leur faire prendre conscience, effectivement, elles sont peut-être pas assez ambitieuses, elles pensent peut-être pas suffisamment à demander. Il faut avoir plus de candidatures féminines sur ces postes, parce que les compétences, elles existent, elles sont là, on le sait bien, on le voit au quotidien dans les juridictions. Donc ça renvoie effectivement à une approche renouvelée, je disais, de la gestion des ressources humaines, savoir susciter les candidatures, ne pas, j'allais dire, en rester à un regard qui se contenterait d'une moindre mobilité géographique et fonctionnelle. Ça, je pense que ça a été pris en compte par le Conseil, qui a choisi beaucoup de femmes premières présidentes sur les derniers mois. Et je crois qu'il y a peut-être 2 acteurs aussi qui peuvent avoir un rôle majeur dans ce cadre-là. Le premier acteur, c'est l'École nationale de la magistrature. Je pense que dans la dimension formation des futurs magistrats à Bordeaux, déjà pour commencer, puis dans la formation continue, je pense qu'il y a tout un travail effectivement de sensibilisation en termes de carrière qui doit être fait
qui doit être fait au niveau des auditeurs de justice. Et puis alors, il y a une responsabilité qui, à mon avis, est majeure là-dessus, c'est la responsabilité des supérieurs hiérarchiques. Je pense que les supérieurs hiérarchiques, qu'il s'agisse de premiers présidents, de procureurs généraux, de présidents ou de procureurs, qui ont la charge d'évaluer les magistrats et donc de détecter les potentiels, ont effectivement un travail tout à fait considérable et qui, à mon avis, est primordial et essentiel, qui consiste effectivement à détecter les profils, à détecter les potentiels et finalement peut-être à favoriser cette ouverture pour finalement, lorsqu'ils assistent effectivement à des éclosions de ce type de potentiel, à dire clairement aux collègues considérés, madame, il faut absolument, compte tenu de vos qualités, de votre potentiel, il faut absolument que vous songiez à candidater sur des postes de responsabilité supérieure. Je pense que ça passe par là. Et je crois beaucoup, moi, au rôle effectivement du chef, parce que c'est le chef qui, sur le terrain, est peut-être le plus à même de détecter les qualités qui vont prédisposer effectivement ses collègues à aspirer à des postes de responsabilité. Ce sont eux qui doivent les y inciter et qui doivent se positionner clairement dans les évaluations en disant madame présente clairement le potentiel pour un jour être chef et il faut qu'elle le soit. Donc un rôle presque de mentorat des chefs vis-à-vis d'un fléchage de carrière. Ouais. Mais c'est vraiment eux qui sont les plus à même de le faire. Donc vraiment un poste ressource. Ouais. Alors, on sait bien qu'une autre thématique de notre journée du 8 mars, ce sont les violences qui existent encore aujourd'hui. Comment accompagner les femmes sur ce terrain-là ? Alors, c'est compliqué. Je pense que le terme d'accompagnement est peut-être un peu réducteur parce que je vais vous répondre du point de vue du magistrat, puisqu'effectivement, c'est un gros défi aujourd'hui pour la justice. Je vais vous répondre comme magistrat sur des questions moi, qui m'intéressent beaucoup, dans lesquelles je me suis beaucoup impliqué depuis 15 ans, depuis que je suis passé au parquet de Bobigny. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'accompagner, mais qui vont aussi bien au-delà. Je pense qu'il y a un travail d'abord de détection de ces violences. Il y a un travail de protection. Il y a un travail de punition vis-à-vis des auteurs, il y a un travail de prévention de la récidive, et puis il y a un travail d'information et d'accompagnement. Et j'essaierai de vous répondre globalement de deux façons, avec accompagnement qui passe d'abord par un travail d'information et qui nécessite qu'on ne laisse pas une femme victime qui a déposé plainte pour des violences conjugales ou des violences sexuelles, dans l'ignorance du sort qui a été donné à sa plainte. Alors je pense qu'il y a peut-être deux axes majeurs à développer par rapport à ça. Le premier, c'est effectivement la responsabilité des procureurs et aussi des juridictions, c'est d'abord de toujours essayer de tirer les choses vers le haut et de toujours s'interroger sur ses pratiques professionnelles pour toujours essayer de trouver les angles morts et de pouvoir corriger les défauts. Donc être dans une sorte d'évaluation permanente de la qualité de ce qu'on va faire. L'objectif, c'est de construire une politique pénale qui soit ambitieuse et qui reprenne des règles, à mon avis, qui sont essentielles si on veut être efficace. C'est effectivement arriver à un traitement efficient et efficace des mains courantes pour qu'elles soient effectivement exploitées. On sait que c'est loin d'être le cas. Et arriver à construire une politique pénale qui soit fondée sur la systématisation des gardes à vue. Pourquoi ? Parce que c'est la garde à vue qui va vous permettre de déférer quelqu'un au parquet. Et le déferment au parquet, il va avoir deux vertus. Le premier, ce sera d'organiser la décohabitation et de faire en sorte qu'elle se passe correctement. Et puis surtout, le déferment va vous permettre d'engager des réponses pénales immédiates au travers de la comparution immédiate ou des réponses pénales pas immédiates mais rapides, fondées effectivement sur des contrôles judiciaires pour assurer un éloignement et protéger la victime. Ça, c'est important. Il y a un second axe qui me paraît essentiel et majeur, c'est que quand on voit la réalité des parcours, on se rend compte que ces femmes victimes, elles s'inscrivent dans des parcours de victimes qui sont souvent des parcours du combattant. Donc, je pense que l'office du magistrat et du procureur là-dessus, en lien avec les juges, puisqu'on est de plus en plus dans des constructions de politiques de juridiction qui coordonnent les réponses à la fois civiles et pénales, c'est effectivement de faire en sorte que la victime effectivement puisse être informée de ses droits, donc travailler de façon très étroite avec les associations de nos victimes, et puis essayer d'aménager les parcours pour que, au travers d'une amélioration
notamment des formations et des dispositifs d'accueil dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, mais aussi dans les hôpitaux, on arrive effectivement à traiter immédiatement les femmes qui se présentent sans avoir à leur dire « ben non, il y a trop de monde aujourd'hui, revenez dans 3 jours », ça c'est pas admissible, et qu'on fasse en sorte effectivement de faciliter leur parcours pour qu'il soit le plus simple possible, pour toujours traiter ces femmes victimes quand elles se présentent, ne jamais les renvoyer à plus tard et essayer d'aménager des passerelles entre les commissariats, les gendarmeries et les hôpitaux. Alors tout ça, ça passe effectivement par un travail de concertation, d'organisation et surtout un travail de formation qui doit concerner aussi bien les magistrats que les policiers, les gendarmes, mais aussi tous les personnels associatifs qui travaillent autour en fait, un travail de réseau, qui fasse en fait qu'on s'assure que personne ne va rester sur le carreau avec un problème qui aura été évoqué et qui n'aura pas reçu de réponse. Et ça, c'est véritablement un travail permanent. Et ça résulte effectivement de politiques publiques, hein, c'est vraiment le mot approprié, politiques de juridiction qui vont associer le siège et le parquet, mais aussi politiques publiques qui vont associer l'ensemble des acteurs institutionnels, mais aussi associatifs, et notamment les associations générales d'aide aux victimes, mais aussi les associations plus spécialisées. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le procureur général. Un dernier mot peut-être, ouais. Un dernier mot d'espoir pour le futur de l'évolution des droits des femmes aujourd'hui. Je dirais que moi j'ai toujours l'espoir que la question de l'égalité homme-femme se résolve rapidement, mais dans l'équilibre et sans excès. C'est-à-dire que le fait d'être un homme ou d'être une femme ne doit constituer ni un privilège ni un handicap. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu pour témoigner aujourd'hui.